Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi de 21h à minuit sur metatv.org, c'est la saison 3. Donc ce soir, comme d'habitude, grand bonjour à Steph à la régie, grand bonjour évidemment aux modératrolles qui sont connectés, bonjour à tous les métanautes, vous êtes encore nombreux. Et ce soir, donc une soirée exceptionnelle avec un invité exceptionnel, avec Michel Drac. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bienvenue à MetaTV. Alors, beaucoup de gens te connaissent, on va rappeler un peu quand même ton parcours. Tu es le fondateur de l'édition Retour aux Sources. Je suis un cofondateur. Cofondateur, voilà, cofondateur aussi de Scriptoblog, donc pareil, tu es cofondateur, c'est ça, de Scriptoblog, tu es auteur de nombreux ouvrages, on peut dire quoi, spécialiste un peu en géopolitique, c'est donc moi je me définirais comme spécialiste de rien du tout. Ma formation de base, c'est l'économie sous l'angle de la gestion d'entreprise. Oui. À partir de là, je me suis beaucoup intéressé aux questions économiques. Et puis j'ai pris conscience progressivement qu'un type qui ne parle d'économie qu'à partir de l'économie se condamne à ne rien comprendre à l'économie. Parce qu'en fait, l'économie n'est pas un domaine qui pourrait exister comme on voudrait nous le faire croire. Dans une sorte de monde abstrait, séparément du politique, du démographique, du culturel. Et donc finalement, j'ai essayé d'être quelqu'un simplement qui donne son point de vue à travers divers ouvrages, mais sans revendiquer... Oui, quelconque titre, évidemment, c'est les définitions. Alors, il y a une autre définition aussi, moi j'entends souvent, on me dit Michel Drac, c'est un identitaire. Qu'est-ce que tu penses de cette définition aussi, toi ? Déjà, il faudrait que je comprenne ce que c'est qu'un identitaire pour pouvoir répondre à la question. Ce qui est vrai, c'est que j'ai fréquenté des gens du bloc identitaire, parce que j'ai fréquenté à peu près tout le monde finalement, c'est-à-dire que moi j'ai un problème aujourd'hui dans ce pays. Quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, je lui parle. Alors dans un pays normal, ok, t'es pas d'accord avec quelqu'un, mais tu lui parles. Mais en France, apparemment, il y a une règle non écrite, mais qui semble être intégrée partout. Si tu acceptes de parler à quelqu'un, c'est forcément que t'es d'accord avec lui. D'accord avec lui. Moi, ça me pose problème parce que je fonctionne pas comme ça. Donc voilà, donc à partir de là, effectivement, il y a des gens qui ont dit que j'étais identitaire parce que j'avais parlé aux identitaires. Il y a aussi d'ailleurs des gens qui ont dit que j'étais un islamolâtre parce que j'ai été membre de ER. Alors c'est amusant quand on cumule les choses. Quoi. En fait, je suis un identitaire islamolâtre, socialiste libéral. Bon. Non, j'ai essayé de jamais être enfermé dans une pensée préformatée. Je ne me suis jamais interdit d'ailleurs de changer d'avis, de me remettre en cause. Est-ce que je suis identitaire ? Ce qui est vrai, c'est que je pense qu'on nous vend aujourd'hui un mythe, qui est le mythe de l'individu autoréférent, citoyen du monde, capable d'intégrer toute la diversité humaine en lui-même. Bon, ça c'est beau, c'est magnifique, c'est prodigieux, c'est le fantasme. Et puis la réalité que je vois moi, c'est plutôt dans l'ensemble des gens déstructurés, déracinés, et qui n'arrivent même pas à intégrer une identité. Et qui finalement sont constamment renvoyés à presque à leur vacuité, à leur absence d'être. Donc là où j'ai un côté identitaire, c'est qu'effectivement j'ai tendance à dire, écoutez, une humanité de 7 milliards de citoyens du monde, ça serait merveilleux, mais ça n'existe pas. Donc on va déjà essayer de faire une humanité de 7 milliards de personnes qui savent qui elles sont et qui comprennent bien leur propre culture, ça serait pas mal, quoi. Donc ça c'est mon côté identitaire, effectivement. Voilà, c'est ça qu'on qualifie d'identitaire. C'est-à-dire que on pourra dire que tout patriote est identitaire, c'est ça ? Parce qu'un patriote, quelque part, il rentre dans cette définition. Ça dépend ce que tu appelles un identitaire, parce que... moi, si tu veux, j'ai fréquenté les gens du bloc identitaire, et je me suis rendu compte, au sein de cette mouvance identitaire, d'une chose que j'ai constatée à peu près, finalement, dans toutes les mouvances, c'est l'extrême diversité interne.
Tu sais, t'as des gens qui te disent « Ah, le bloc identitaire, c'est une chose, les gens du bloc identitaire pensent une chose. » Et même au-delà du bloc identitaire, les identitaires, d'une façon générale, pensent une chose et n'en pensent pas une autre. Mais quand j'essaye de trouver simplement un thème où je peux penser que tous les identitaires vont penser de la même façon, même sur la question de l'identité, en fait, j'en trouve pas. Tu vois, donc, qu'est-ce que c'est un identitaire ? Moi, je ne me définirais pas comme un identitaire, je me définis comme quelqu'un qui comprend, enfin qui essaye de comprendre, dans la mesure de ses moyens, en quoi les identitaires peuvent avoir raison. En quel sens ils peuvent avoir raison. Et d'ailleurs aussi en quel sens ils peuvent avoir tort. Et ça vaut pour chaque identitaire. Voilà, alors après, pour répondre à ta question, est-ce qu'un identitaire est un patriote ? On peut très bien imaginer des gens qui sont des patriotes, mais qui ne se sentent pas proches, on va dire, des préoccupations qui animent les identitaires. Tu peux avoir des patriotes plus sociaux, des patriotes plus universalistes. Bon, cela dit, à un certain moment, effectivement, un patriote qui serait radicalement aux antipodes des préoccupations des identitaires, j'ai un peu du mal à voir comment ça pourrait fonctionner, si tu veux. Parce que forcément, je veux dire, à ce moment-là, le mec serait... S'il est diamétralement opposé aux identitaires, il est forcément mondialiste, logiquement. Oui. Donc, dans la logique du l'échiquier, on va dire, voilà. Politique. Donc j'aurais du mal à voir comment il pourrait être patriote. Donc je pense, j'aurais tendance à dire, les patriotes souvent ont un côté identitaire, mais ça peut se manifester de différentes façons, et ça ne permet pas du tout de confondre la sensibilité identitaire avec le patriotisme. Oui, parce que les identitaires, moi la question qui se pose souvent, c'est de savoir la définition qu'ils donnent à la nation, parce que c'est un peu ça, j'ai envie de dire, le point d'accroche avec les autres formes de patriotes. C'est souvent, on va dire, on ramène la question nationale à une question d'appartenance, soit raciale, soit anthropologique, enfin quelque chose qui n'est pas de l'ordre, on va dire, du simple héritage historico-culturel, mais quelque chose qui va plus loin. Est-ce que cette définition-là, justement, de la nation, elle n'est pas un peu... parce que c'est une définition qui progresse, hein, attention, je ne dis pas que ces idées-là, au contraire, elles sont plutôt, même étonnamment fortes en France. La France n'a jamais été trop un pays racialiste, enfin, je ne sais pas, c'est mon sentiment. Là-dessus, d'abord, il faut faire une première remarque. Où les identitaires sont-ils forts en France, géographiquement ? Où la sensibilité identitaire, semble-t-il, est-elle forte en France, aujourd'hui ? Finalement, elle est forte à Nice, elle est forte en Alsace, sous une forme qui est, je crois, assez distante du bloc identitaire, mais qui est différente, mais qui est aussi une sensibilité identitaire forte, c'est fort en Bretagne. C'est fort assez, si je crois, enfin ça a été plus ou moins fort, ça c'est un peu compliqué, dans la région de Lille, on va dire le nord tirant vers la Flandre. D'accord, ouais. Donc finalement c'est fort dans la France périphérique, avec des traditions politiques locales qui sont de type différentialiste. C'est-à-dire des gens qui ont spontanément une sensibilité où, en quelque sorte, ils vont avoir tendance à être plus sensibles à ce qui les sépare de l'étranger qu'à ce qui les rapproche de l'étranger. Tu vois ? Donc, déjà, est-ce que la France est un pays raciste ou pas ? C'est très compliqué. Puis, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là, parce que si tu veux, ça serait tellement long d'expliquer qu'est-ce que c'est le racisme, qu'est-ce que c'est pas, etc. Mais sans entrer dans le détail, il faut bien comprendre que l'identité française n'est pas aussi unitaire qu'on nous le vend généralement, même dans sa construction politique historique. La façon dont un Alsacien ou un Niçois pense sa francité n'est pas la même que la façon dont un Parisien ou un Marseillais ou un Toulousain pense sa francité, parce que, en fait, la façon dont un Alsacien ou un Niçois pense sa francité va résulter d'abord de la façon dont il pense le concept même d'identité, et cette façon-là, elle est ancrée dans l'esprit des Alsaciens et des Niçois, tu vois ? Donc, la France en elle-même, c'est le résultat, en fait, historique d'un métissage. Alors, pendant très longtemps, un métissage qui s'est passé à l'intérieur de ce qu'il est convenu d'appeler la race blanche, entre guillemets, qui est en fait le phénotype européen caucasien. Bon.
avec des Celtes, des Germains, des Latins, des Ligures, enfin des différents types. Bon. Cette identité-là, cette identité française produite d'un métissage, elle est effectivement très ouverte et elle définit potentiellement un type de patriotisme, pour revenir sur ce qu'on disait avant, qui peut, dans une certaine mesure, pas totalement, jamais totalement, mais dans une certaine mesure, s'éloigner des donnes biologiques, s'éloigner, je dirais, du vécu anthropologique concret, pour définir une identité supérieure, purement politique, autour d'un projet, une identité projective, collective. Tu vois. Mais il y a aussi, en France, des gens qui ont une perception de l'identité française qui est différente, qui est plus ancrée dans la réalité de « voilà, je suis ce que je suis ». Une des grandes erreurs aujourd'hui du gouvernement français et d'une manière générale des classes dirigeantes françaises, parce que nous sommes dirigés par des crétins qui pensent à peu près aussi loin que le bout de leur nez. Bon. C'est de n'avoir pas compris qu'ils ne peuvent pas rejeter ces sensibilités enracinées, ancrées. S'ils les rejettent, elles vont se retourner contre le projet politique supérieur. Ils doivent être capables de leur faire une place, une juste place. Ce n'est pas les Niçois, malgré toutes leurs qualités, qui vont définir l'identité française. Je suis désolé pour eux, mais voilà, il y a un petit bout là en bas à droite qui s'appelle Nice. Donc ils ont leur place, il faut les écouter, il faut prendre en compte ce qu'ils ont à dire. Si on ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se radicaliser, ils vont sortir du projet politique. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tu vois. Donc, j'essaye simplement d'ouvrir des perspectives. Le problème qu'on a sur ces questions-là, c'est que souvent, on réfléchit en termes de blanc-noir, en termes d'un côté, l'identité, de l'autre, la citoyenneté, tu vois. Mais ça, c'est un piège. C'est un piège. La politique, justement, à un certain moment, ça consiste à être capable de se demander en quel sens l'autre perception est bonne, pour essayer de l'intégrer. Tu vois ? Bon, j'ai ouvert directement un peu dans toutes les directions. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Parce que le problème de l'identité, c'est un fait, on va dire, assez marquant de ce début de nouveau siècle. Partout en Europe, on a résurgence, on nous a assez dit, de ces mouvements dits identitaires, y compris quand ils ont le pouvoir politique, comme en Hongrie avec Viktor Orban, qui est dit président identitaire, alors ça c'est exagéré, c'est quoi? C'est des gens qui se battent juste pour leur souveraineté? Bon, déjà je suis pas hongrois, oui. Donc j'ai un peu du mal à comprendre. Tu sais, Je me méfie beaucoup de la façon dont on nous présente Orban, puisque comme je ne suis pas hongrois, évidemment, je ne peux pas m'intéresser à la blogosphère indépendante hongroise. Donc je suis tributaire de ce qu'on va me dire dans les médias français ou de ce qu'on va me dire dans les médias hongrois. Et j'ai confiance ni dans les uns ni dans les autres. Donc, j'en sais trop rien. Ce qui me paraît évident, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui en Europe, ce qui se passe, c'est que les constructions politiques sont toutes plus ou moins en train de se défaire, et que finalement on s'aperçoit que le mythe qu'on nous a vendu de ce grand vivre ensemble où tout le monde allait pouvoir fusionner avec tout le monde dans une espèce de grand marché miraculeux, etc. Concrètement, ce qu'on est en train de voir, c'est l'explosion complète des entités politiques, leur fragmentation interne, avec des risques d'affaiblissement considérables, voire dans certains cas, de collapse pur et simple, avec des conséquences dramatiques. Donc je pense que les pays d'Europe de l'Est, qui pour l'instant sont encore relativement unitaires sur ce plan, monolithiques sur ce plan-là, ils ont parfois des problèmes de minorité ethnique, mais c'est des problèmes locaux. Si j'ose dire, c'est des problèmes entre caucasiens et européens, justement. Ils voient ce qui se passe à l'Ouest, je me mets à leur place, hein. Ils doivent se dire, oula, mais... Donc les mecs à Bruxelles, ils m'expliquent, regardez, il faut faire comme nous, les migrants, tout ça, c'est génial, le vivre ensemble. Bon, les mecs, en Hongrie, quand même, ils ont Internet, hein, comme tout le monde. Donc, ils tapent Google, boum, ils voient, alors, migrants, Calais, boum. Ils tombent sur 3 vidéos, ils voient ça, ils disent, oh là, bon, d'accord. Pas chez nous. Ouais. Pas chez nous. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire, c'est une réaction naturelle. Mais ce qu'on nous vend comme une espèce de retour de la pensée
identitaire, même dans sa dimension raciste, ça existe, hein, je veux dire, il y a des gens qui sont vraiment racistes, haineux, etc. À mon avis, c'est surtout une réaction de survie spontanée en face de l'échec manifeste du projet anti-identitaire, quoi. Oui. C'est comme ça que je le perçois plutôt. C'est ce que les peuples interprètent donc comme, on va dire justement, voilà ce que tu viens d'expliquer, une véritable agression à leur propre identité, le fait de... t'as pas cité les migrants, on va pouvoir justement en parler aussi, parce que cette affaire de migrants, qui est quand même l'affaire qui est dans les, j'ai envie de dire, sur le bureau de la Commission européenne, qui cherche à imposer des quotas, etc. Mais bon, visiblement, personne n'est d'accord, on va pas se mentir. Le Danemark a rétabli ses frontières, les pays du groupe de Visegrad veulent pas entendre parler de quotas, etc. Il y a Merkel, de façon d'ailleurs, pour moi incompréhensible, qui a dit qu'elle était d'accord. Ouais. Je n'ai pas compris pourquoi, hein, honnêtement. Parce que jusqu'ici, la politique qui était suivie en Allemagne, le patronat allemand a besoin de faire rentrer du monde, parce que l'Allemagne est en implosion démographique, mais leur politique, c'était quand même plutôt d'essayer de faire dans l'immigration choisie. Ils ont pris beaucoup de Turcs à un moment, mais il suffit de se promener un peu là-bas pour voir quand même qu'ils ont essayé, au niveau de ce qu'ils ont fait rentrer dans le pays, de faire rentrer pas mal d'Asiatiques, de faire rentrer pas mal d'Européens, enfin de Caucasiens européens. De l'Est, c'est ça. De l'Est, ouais. Parce que je pense tout simplement... il y a eu un bouquin qui est sorti il y a quelques années d'un type qui s'appelle Thilo Sarrazin. Le bouquin s'appelait, je crois, en français on traduit l'Allemagne s'autodétruit ou quelque chose comme ça. Deutschland schafft sich ab en allemand, enfin bref. Et ce bouquin, moi je prends Thilo Sarrazin comme un mec, si tu veux, c'est le retour du refoulé dans l'oligarchie berlinoise. C'est-à-dire qu'il dit tout ce que les autres pensent, mais qu'ils n'osent pas dire. Tu vois ? Et le mec, il disait en gros, vous savez, l'avantage compétitif de l'économie allemande, c'est que c'est une économie à très haute intensité technologique. On ne peut pas espérer garder une économie à très haute intensité technologique si on fait venir des gens qui sont tout à fait respectables, mais qui viennent massivement de zones très arriérées. Parce que les gens, ils arrivent avec leur niveau. Ça ne se fait pas en une génération, il faut 2-3 générations pour monter quelqu'un du niveau culturel du paysan anatolien jusqu'au... voilà, ça se fait... Voilà. Bon. Et donc, il l'a dit, il a expliqué tout ça. Alors, en Allemagne, c'est encore pire qu'en France. À chaque fois qu'on parle sur ces questions-là, il faut faire 36 pages de trucs. Oui, en Allemagne, oui. Parce qu'il surtout pas parler là. Il y a eu un... Oui, en France... il y a eu un type qui a un peu marqué les esprits. Faut pas trop... faut y aller doucement. C'est pire que sur les deux. D'ailleurs, Sarrazin s'est fait emmerder avec ça. Bon, peu importe. Enfin, il a pris toutes les précautions, mais enfin, il a dit à un moment... il va falloir quand même regarder les réalités en face. Et là, ce qui s'est passé avec Merkel, c'est qu'on n'a pas regardé du tout les réalités en face, parce que cette économie allemande à très haute intensité technologique, je ne vois pas très bien comment ils vont la garder avec le type de population qui leur arrive là à travers les flux migratoires. Donc, moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi Merkel a pris l'orientation qu'elle a prise sur cette question-là? On me dit c'est parce qu'il y a une partie du patronat qui lui a mis la pression, oui, mais je ne comprends pas pourquoi le patronat lui a mis la pression sur cette phase. Le patronat allemand lui aurait dit il faut qu'on amène du monde, par exemple qu'on organise un grand programme d'immigration à la canadienne, avec une sélection des gens à l'entrée. Tu sais qu'au Canada, tu ne rentres pas comme ça. Tu rentres pas comme ça, oui. Là, j'aurais rien dit, j'aurais dit oui, c'est logique. Mais le sketch des migrants... Pour moi, la piste du patronat allemand n'est pas fausse, mais je pense que le moteur principal ne vient pas de là. Je pense que c'est géopolitique. Je pense que derrière, tu as des réseaux en particulier, il semble qu'on ait pu tracer les réseaux Soros. C'est ce qu'a... Alors justement, je te coupe 2 secondes, mais c'est exactement ce qu'a dit le gouvernement hongrois via Viktor Orbán lui-même qui a dit il y a les réseaux Soros, et un membre du gouvernement autrichien aussi a déclaré la même chose. Voilà. Parce que c'est... Bon, et... Donc effectivement, c'est une forme d'agression à mon avis. Mais je t'avouerai une chose, c'est que je ne comprends pas non plus très bien quel objectif ça poursuit. Parce que c'est quoi le but ? Ok, bon, on va faire rentrer quelques centaines de milliers de migrants dans les mois qui viennent, voilà. Bon, ça va faire énormément de bugs, de problèmes. Ça va mettre le focus sur la question de l'immigration et de l'immigration clandestine.
ça va inévitablement provoquer des réactions à caractère identitaire, tu vois. Forcément, oui, forcément. Ouais. Donc finalement, enfin, je veux dire, ça ne fait rien de ce qui arrange a priori un mondialiste comme Soros. Parce que s'il veut faire rentrer des millions de gens en France, il a plutôt intérêt, ou en Europe, il a plutôt intérêt a priori à ce que ça fasse pas trop de vagues, à ce que ça se voit pas trop. Quand tu mets une grenouille pour la tuer, tu vas pas mettre le feu d'un seul coup. Tu fais chauffer doucement. Alors pourquoi ils font ça là? Ah, là, je dois dire, je donne ma langue au chat. C'est quoi? J'ai l'impression peut-être il y a un plan de précipiter les choses, parce qu'on connaît l'intention, on va dire, de ce qu'on appellera l'oligarchie, d'ailleurs peut-être à définir ce terme, mais qui a une espèce d'agenda dans la mondialisation de mixer les peuples, de mixité des peuples. Donc là, mais là c'est forcé, là c'est à un point qu'on n'avait jamais vu, de prendre, là je crois que c'était, alors le chiffre, plus d'1 million et quelques de personnes légales, qu'on a comptabilisées, parce qu'il y a ceux qu'on comptabilise pas aussi. Donc ceux qu'on comptabilise, ils sont déjà 1 million et quelques, c'est énorme. Et on parle du même chiffre, peut-être le double de cette année encore. Bah oui, mais quel est le but? Ouais. C'est pour faire quoi? Si tu veux, parce que ça affaiblit l'Europe, ça peut la faire exploser. Si ça la fait exploser, il n'est pas exclu qu'un certain nombre de pays européens se tournent vers la Russie. La Russie a une carte à jouer majeure si jamais l'Union européenne explose. Donc finalement, c'est de A jusqu'à Z, les conséquences peuvent se retourner complètement contre les intérêts qu'a priori on associe à George Soros et à l'ONG. Voilà, bon. Parce que lui, il finance tellement d'ONG, donc l'Open Society. Oui. Donc, franchement, je ne comprends pas la stratégie. Je pense qu'il y en a une, ça a été tracé. Bon, les mecs avaient des tablettes, on leur avait expliqué comment il fallait faire. Manifestement, c'est organisé, en partie au moins. C'est ce qui a été démontré visiblement par un reportage de TV Liberté que je salue, qui sont partis en Europe de l'Est, ils sont partis en Serbie, en Macédoine, en Croatie, et qui ont démontré que tout ça était couvert par les gouvernements. Il y a quelqu'un qui finance quand même. Je crois que la Croatie financé sur ces deniers. Je pense que c'est les réseaux Soros, et à travers les réseaux Soros, il y a quelqu'un derrière, mais pourquoi? Pour faire quoi? Dans quel but? Si tu veux, ce qui me paraît tout à fait paradoxal, c'est que je ne vois pas quel avantage politique, géopolitique, économique la puissance dominante, on va dire américano-britannique, va retirer de foutre le bordel en ce moment en Europe, à un point qui peut provoquer des choses qu'ils ne maîtriseront pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir intérêt, par exemple, à fragiliser un peu l'Allemagne pour la garder plus sous contrôle. C'est-à-dire que logiquement, si tu veux, ils gèrent le système instable défini par les puissances européennes, essentiellement France-Allemagne, bon, pour rajouter l'Italie à la rigueur pour pas vexer les Italiens, bon, ils gèrent ça de manière à instabiliser à la fois la France et l'Allemagne l'une par l'autre. Bon, donc ça, jusqu'à un certain niveau, ça se comprend. Mais si ça va jusqu'à la dislocation pure et simple de l'Union européenne, c'est pas leur intérêt. Parce qu'à ce moment-là, il peut se passer plein de trucs qu'ils ne maîtrisent pas, ça devient trop compliqué. Les billes de la construction européenne vont partir chacune dans leur sens, et inévitablement, elles vont poser le problème de leur relation avec Moscou dans des termes différents. Tu comprends? Ouais, complètement. Alors pourquoi? Surtout que les Américains, enfin, selon je me rappelle plus de ce monsieur, mais qui était un des chefs de Stratfor, l'agence de renseignement, qui déclare que toute la géopolitique américaine, depuis, on va dire, tout ce qui s'est fait au XXe siècle a été d'empêcher l'alliance entre l'Allemagne et la Russie. En gros, il dit les guerres mondiales, en gros, c'est le grand axe, il est là, c'est de couper l'Allemagne de la Russie, et ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Si tu prends, les grands théoriciens de la géopolitique anglo-saxonne, donc des gens comme Mahan, Mackinder, Speckman,
Brzezinski, tu as une sorte de grande lignée comme ça de théoriciens. Ils tournent tous plus ou moins autour de cette idée. Il ne faut pas que l'Eurasie devienne un concept vivant, incarné, politique, débouchant sur une organisation coordonnée entre les grandes puissances eurasiatiques, donc essentiellement, historiquement, l'Allemagne et la Russie. C'est une constante. Et il y a des raisons, enfin ils l'ont expliqué eux-mêmes, il y a des raisons précises qui les amènent à cette conclusion. Bon. Mais là, justement, ils sont en train de déployer une stratégie d'agression frontale, finalement, par rapport à l'Europe, qui est tout à fait de nature à précipiter le genre de rapprochement entre l'Europe et la Russie qu'ils veulent empêcher. Donc pourquoi il y a des choses que je comprends, tu vois. Par exemple, pourquoi les Américains sont-ils manifestement allés foutre le bordel encore plus que c'était spontanément en Ukraine? Ouais. Bon, ça c'est facile de comprendre pourquoi. Ok. Il y a un type qui s'appelle Robert Kagan, par exemple, qui est le mari de Victoria Nuland. Oui. Victoria Nuland qui était la fameuse secrétaire d'État en relation avec l'Europe. Avec, voilà, qui s'était illustrée avec le fameux coup de fil. Voilà, fuck Europe. Voilà, le fameux fuck Europe. Ok. Donc ça, si tu veux, tu lis Kagan, son bouquin, le bouquin qu'il a écrit récemment, La vengeance de l'histoire et la fin des rêves, c'est un bouquin qu'il a écrit récemment. The Revenge of History and the End of Dreams, c'est le titre. Tu vois très bien la logique, et à partir de là, tu sais pourquoi ils sont allés foutre le bordel en Ukraine, quoi. Tu te poses pas de questions. Mais là, sur l'affaire des migrants, des questions, je m'en pose plein. Parce que je comprends pas, mais vraiment, ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent. Alors, visiblement, si on spécule, on peut dire que ça va effectivement amener une forme de chaos quand même. Ça va, puisque tu parlais d'affaiblissement pour les Européens, mais c'est une espèce de chaos intérieur. Ce qui m'étonne, c'est le niveau de chaos vers lequel ils semblent vouloir aller. Tu comprends ? Parce que moi, j'étais dans l'idée, il y a quelques années, qu'en gros, ils allaient déployer en Europe une stratégie de l'attention, surtout virtuelle, assez comment dire, plus mise en scène dans les médias que se produisant réellement dans la société. Parce que le problème, quand ça se passe réellement dans la société, c'est que tu n'es pas sûr de contrôler. Alors que quand tu fais de la mise en scène dans les médias, tu fais un peu ce que tu veux. Bon. Or là, ils sont en train, quand tu vois tout ce qui se passe depuis quelque temps, tu te dis, mais vraiment, on a un pouvoir qui cherche à aller vers le chaos, mais le chaos avec un grand C, tu vois. Wow. Oui, parce qu'on nous amène... Ça soulève plein de questions, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont en tête ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire après ? Est-ce que par hasard, en fait, on ne serait pas en train de nous préparer à une rupture aussi violente et brutale que 1914, tu vois ? C'est la question que je me pose, et qui fait que je suis un peu tendu. Ouais. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Ouais, parce que les images même qu'on a vues de ce qui se passe effectivement à Calais, ça fait presque prémisse de guerre civile, en tout cas, c'est une espèce d'affrontement communautaire, quoi. Ça prendra une espèce de bordel absolument. Voilà, une espèce de violence comme ça qui est en train de s'installer dans la société, mais qui va être très très difficile à résorber. Une fois que c'est un processus de violence là qui commence à s'amorcer, je me demande jusqu'à où ça va aller, quoi. Oui, mais c'est tout à fait la question que je me pose. Et ça m'étonne. Alors, il y a aussi une explication possible, c'est que après tout, il faut bien voir que tout n'est pas maîtrisé de A jusqu'à Z, et qu'en particulier, nous avons peut-être trop tendance à penser l'oligarchie comme quelque chose d'unitaire. Parce que l'oligarchie, en fait, c'est plein de gens. C'est plein de gens, ouais. Et leurs intérêts ne sont pas forcément convergents. Il peut y avoir des stratégies internes. C'est indécodable pour moi. À ce stade, c'est indécodable. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, ouais. On se demande effectivement quel est l'objectif. Alors, évidemment, en France, tout ça se traduit, on l'a vu, avec une montée du Front National. Alors, quelque chose qui a été, en tout cas, rabattu dans les médias. Aujourd'hui, la gauche presque n'existe que pour combattre le Front National. Ils n'ont plus de programme à part ça. C'est leur unique programme. Qu'est-ce que ça présage un peu pour la France, un peu l'avenir de la France ? Parce que toi, je sais que tu penses qu'en France, on est arrivé en tout cas à maturation pour basculer
vers ce que tu appelles un gouvernement de rupture, c'est ça? Vers quelque chose qui va... Si tu veux, quand tu analyses un peu là ce qui s'est passé aux dernières élections, ce que tu vois en gros, on va d'abord pour comprendre, je vais essayer de me faire comprendre clairement. Pour une fois, ça va m'arriver. Quand tu regardes le corps électoral français à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a comme grands ensembles, si tu veux? En gros, tu as un gros paquet classe moyenne active. Les classes moyennes actives, en gros, tu vas trouver là-dedans 30-35% de la population, dont à peu près un quart ou un tiers, sur la façon de compter, plutôt dans ce que l'INSEE appelle la classe moyenne supérieure. Alors, c'est pas du tout ce que les anglo-saxons appellent des upper middle class, c'est une autre catégorie. Disons, c'est les gens qui gagnent plus de 3 500 € par mois par personne à peu près. Et puis tu as en dessous 2 autres tiers ou 3 autres quarts, ça dépend où tu mets la limite, qu'on pourrait appeler la classe moyenne inférieure ou la classe moyenne, quoi. Bon, voilà. Donc tu as ce gros paquet-là. Tu as un paquet retraités, personnes qui sont sorties de la vie active, et qui viennent d'en sortir, ou qui vont en sortir, ou qui sont en pré-retraite, etc. Alors là aussi, ça dépend un peu où tu passes les curseurs. Enfin, ça avoisine 25-30% du corps électoral qui s'exprime. Enfin, les gens qui votent pas mal. Et puis tu as un paquet, si tu veux, qu'on pourrait appeler classe populaire, ou classe moyenne en voie de déclassement. Parce que tu peux mettre dedans les chômeurs, les intellos précaires que tu peux en partie amalgamer avec les ouvriers, les employés, etc. Ce gros paquet-là, qui te fait quand même 35-40% des suffrages, qui est quand même un gros paquet dans le pays. Bon. Aujourd'hui, en gros, les 3 grandes forces politiques s'appuient sur ces 3 gros paquets. Les choses se sont clarifiées en France sur ce plan-là. Le Parti socialiste, c'est essentiellement le parti des couches moyennes. Alors bien sûr, il y a des gens au sein des couches moyennes qui votent UMP ou FN, il y en a de plus en plus d'ailleurs, mais c'est quand même le parti des couches moyennes, avec un noyau dur qui sont les classes moyennes supérieures, ou les couches moyennes supérieures si on préfère, parce que le mot de classe appliqué à la classe moyenne c'est un peu compliqué, bon, je vais passer les détails, on va dire classe moyenne pour faire simple. La classe moyenne supérieure, voilà le noyau dur de l'électorat PS. La classe moyenne autour, tu vois, bon, ça c'est le paquet PS. Bon. Tu as un paquet finalement retraités et des choses qui s'amalgament autour, pas mal de professions intermédiaires. On va dire les indépendants, les libéraux, voilà. c'est ça, les commerçants. C'est un gros paquet qui est quand même plutôt dans l'ensemble UMP, aujourd'hui les Républicains. Et puis tu as un troisième gros paquet qui émerge, qui s'est structuré, dans lequel tu vas retrouver finalement essentiellement les classes populaires, parce que ce sont tout simplement les perdants de la mondialisation, ces gens qui perdent à la mondialisation. Et là, c'est le paquet qui est en train de s'organiser derrière le FN. Il y en a une petite partie qui reste encore un peu sur l'extrême gauche, mais c'est en fait relativement marginal, un peu chez les intellos précaires, un peu dans le bas fonctionnariat. Là, tu as un peu d'extrême gauche, mais c'est finalement de plus en plus marginal. L'extrême gauche est en voie d'implosion parce que c'est assez. Enfin, je suis même étonné que Mélenchon ne l'ait pas vu, parce que c'est un homme intelligent, lui. Comment tu peux espérer un seul instant constituer une tendance politique en alliant par endroits des écolos qui sont la quintessence du parti des gagnants de la mondialisation, avec la base sociologique de l'extrême gauche qui est aujourd'hui en train de se faire grignoter par le FN, c'est le parti des perdants de la mondialisation. Ça ne peut pas marcher. Donc en gros, tu as ces 3 gros paquets qui sont en train de se passer. Moi, ce que je pense, si tu veux, sur ce qui va se passer en France, on va voir si je me trompe. Pour une fois, tiens, je vais prendre un risque. Je pense qu'en 2017, Marine Le Pen n'a, sauf si tout se casse la gueule d'ici là, mais si on reste dans la configuration actuelle, aucune chance d'être élu. Aucune. Parce que le gros paquet gagnant de la mondialisation, petit gagnant de la mondialisation, planqué de toutes sortes, peureux de toutes sortes, bien pensant de toutes sortes, bisounours de toutes sortes, qui se cachent encore sous les jupes de maman parti socialiste, le FN ne mordra pas dessus, très peu. Le gros paquet retraité avec autour tous ces petits groupes qui est le cœur électoral, le socle électoral de ce jeune homme plein d'allant qui est Alain Juppé, le FN ne mordra pas dessus.
parce que le FN a un problème de fond, il ne peut pas sérieusement dire qu'il va défendre l'électorat des perdants de la mondialisation, sans dire aussi, vous savez, si j'arrive au pouvoir, et si Bruxelles me fait chier, on sort de l'euro. Et ça, par rapport à l'électorat retraité, etc., qui sont des gens qui ont des revenus fixes, et pour qui ça serait une catastrophe s'il y avait une forte inflation, c'est mortel. Donc le FN est coincé à ce niveau-là. Parce que tout simplement, il ne peut pas conjuguer des intérêts de classe qui sont antagonistes, de classe. J'emploie le mot classe, ça peut faire hurler les gens qui comprennent vraiment ce que c'est qu'une classe sociale au sens marxiste du terme, mais j'emploie le mot classe parce qu'aujourd'hui c'est dans ce sens-là qu'on l'emploie. Il faudrait employer plutôt le mot de couche ou de groupe d'intérêts, enfin bon, bref. Il y a des intérêts qui sont trop divergents, donc le FN ne peut pas franchir ça. Par contre, je pense que ce qui va se passer, c'est que ce système-là, si tu veux, ne peut pas se maintenir très longtemps. Parce qu'il faut voir que pour rester dans la zone euro, il faut quand même gérer la monnaie de façon allemande, dans la logique des Allemands. C'est-à-dire très très peu d'inflation, une rigueur budgétaire, des comptes bien gérés. Monétarisme ordolibéral. Or, le gouvernement qui va arriver au pouvoir en France en 2017, qui sera, donc moi, pour l'instant, si j'avais, à ce stade, on est très loin de l'élection, si j'avais un billet à mettre, ça serait sur Juppé, bon, on verra. Mais de toute façon, quel que soit le type qui va être élu, que ce soit Hollande ou il est capable de se faire réélire, ce qui serait drôle, franchement. Moi, ça me ferait bien. Ça serait énorme. Ouais. Mais on ne sait jamais. Ou Juppé, ou Sarko, on ne sait jamais. Je ne crois pas trop, mais on ne sait jamais. Ou Valls, qui pourrait se glisser comme ça, ou quelqu'un d'autre, mais qui vient du bloc institutionnel. Le mec, il va être élu, probablement, on peut supposer, au deuxième tour contre Marine Le Pen, avec en grande partie les voix de ses adversaires. Ça sera vraiment un gouvernement qui sera complètement enfermé dans l'immobilisme le plus total. Il ne pourra rien faire. À chaque fois qu'il y aura une manifestation, bon, les VTC, vous manifestez ? Ok, on fait une loi favorable aux VTC. Oh, les taxis, vous manifestez ? On fait une loi favorable aux taxis. Hop, 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 hop. Et tout ça, alors que pendant ce temps-là, on va vers un contexte où la crise financière va bientôt revenir. Oui, on va en reparler, bien sûr. Au niveau mondial, combien de temps ça peut tenir ? Franchement, s'ils arrivent à tenir jusqu'en 2022 comme ça, chapeau. Hein. T'imagines un peu le machin bon. À un moment, ça craquera, dans le courant de la prochaine législature, à mon avis. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, en gros, c'est qu'il y a plein de mecs qui en 2017 voteront, alors on va leur servir un sketch, ils vont sauver la République contre le fascisme. Voilà. Comme on l'avait fait en 2002. Voilà. Bon. En fait, ils voteront surtout parce qu'ils ont peur du moment où on va passer aux choses sérieuses et où il va falloir solder les comptes et réfléchir à la façon dont on refonde le pays. De toute façon, ils n'auront plus rien ou plus grand-chose à perdre. Parce que le machin se sera cassé la gueule. Parce qu'en 2 ou 3 ans, les pauvres, parce qu'on dirait ils y sont pour rien, hein, bon, c'est les mecs, voilà. Et ils vont s'apercevoir que les retraités, ils vont se faire laminer. Il y a une bonne partie de la classe moyenne qui va, pour différentes raisons d'ailleurs, qui ne tiennent pas seulement à la crise financière, pas seulement aux conneries de notre classe dirigeante, mais aussi à des phénomènes technologiques de fond qui sont sur le point maintenant de laminer la classe moyenne. La substitution du capital au travail est sur le point de faire subir à la classe moyenne ce qu'elle a fait subir aux classes populaires ces dernières décennies, si tu veux. Donc, là, à ce moment-là, on va atteindre le point où effectivement la situation sera mûre pour un gouvernement de rupture. Alors FN ou autre chose, ça je ne peux pas savoir. Ça dépendra à mon avis beaucoup de l'aptitude du Front National à ménager suffisamment longtemps la chèvre et le chou pour ne pas exploser. Parce qu'il est menacé d'explosion. Ah oui, de l'intérieur Je pense, oui. Bah, tu sais. Les tendances comme Marine, Philippot, c'est quoi c'est quand même un parti actuellement qui, dans certaines régions, est d'accord avec Philippot et sur la ligne Philippot, et qui, dans d'autres régions, par exemple, gouverne en PACA avec un identitaire pur et dur comme Philippe Vardon, dont on n'a pas tout à l'heure des identitaires, voilà. Tu sais, c'est quand même. Enfin, Philippot et Vardon dans le même bateau, ça commence. C'est un gros bateau. Ouais, ça commence, d'accord. Même eux connaissent donc justement cet écart quand vous êtes les courants de pensée dans les partis. Là, ça commence vraiment à s'écarter. C'est pas si unitaire que ça. Ouais. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que dans le courant des années qui viennent, je peux pas dire quand, bien sûr, j'ai pas de boule de cristal. C'est mon opinion.
Encore une fois, je fais jamais de prévision. Hein. Je précise, parce qu'après, il y a des gens qui me disent « t'as fait des prévisions ». Non. Je trace simplement un scénario central. Je sais très bien que dans la réalité, mon scénario central, à 9 chances sur 10, ne doit pas être vérifié. Hein. Mais si aujourd'hui, je devais tracer un scénario central, si je devais mettre mon petit billet sur quelque chose, ça serait ça, quoi. 2017, pour la dernière fois, on renvoie un mec qui sera chargé de faire en sorte que ça dure encore quelques années de plus. Et puis après, on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses. Parce que clairement, tout le monde anticipe un peu ça, c'est de voir Marine Le Pen arriver dans un deuxième tour contre un candidat qui serait soit le candidat de la gauche ou de la droite, hein, peu importe, mais évidemment ce serait le candidat qui serait élu face à ce qui se lèverait contre le fascisme, etc. Enfin, on anticipe déjà presque tout ça. Oui, quoi. Je pense. Moi, je sais bien que les gens du Front National ne voient pas les choses comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le militantisme politique est une activité extrêmement prenante et que forcément, il faut qu'ils entretiennent l'espoir. Et surtout quand en plus c'est un militantisme, attention, je veux dire, les mecs, ils peuvent s'en prendre plein la gueule. Hein. Puisqu'on parle tellement de discrimination actuellement, je pense que la discrimination dans les entreprises, des gens qui affichent leur appartenance au FN, elle est réelle, quoi. Je pense que tu as pas mal d'entreprises où le mec qui est sur la liste électorale du FN, c'est compliqué pour lui parfois. Hein. Bon. Donc il faut voir que dans ces conditions, ils ont besoin de se persuader qu'ils peuvent gagner en 2017, les mecs. Mais voilà. Clairement, ça va être difficile d'obtenir une majorité. Non, ils ne peuvent pas. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas encore. Mais ils feront peut-être un bon score, c'est ça qu'on peut en tout cas pronostiquer. Marine meilleur que son père en 2002. Quoi. Si François Hollande, Manuel Valls et compagnie continuent à faire la politique qu'ils font, si, comme on peut le penser, les Républicains, ça va être un cirque monstrueux. Parce que là, ils sont, je sais plus, 8 ou 9 déjà à se présenter. Je pense que ça va vraiment être le cirque, ça va être monstrueux. Puis attention, il faut voir que les casseroles qui risquent de sortir, c'est du lourd. Hein. Oui, qui a déjà commencé avec l'affaire Pygmalion, Copé qui a dit qu'il revenait maintenant dans la boucle parce qu'il a été blanchi visiblement. Je sais pas comment ça, il a pu s'en sortir. Parce qu'il était chez le juge il y a 2 jours et puis il est ressorti, ils ont dit il n'y a rien contre lui. Ouais, non, mais je pense. Non, je peux pas. Disons que, on va dire que je parle d'autre chose, que je ferai remarquer que dans certaines républiques bananières, il peut arriver qu'un opposant corrompu soit blanchi par le juge à la demande du général libérateur qui gouverne le pays, parce que cet opposant-là va emmerder un autre opposant. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais bon, attention, j'ai pas parlé de. Bref. Ça va être un cirque monstrueux, alors effectivement, avec tout ça. Et si ça continue comme ça, logiquement, Marine Le Pen va faire un score assez énorme aux élections. Parce qu'on sent je ressens en France une tension contre quelque chose qu'on n'avait pas senti depuis longtemps, de forme un peu... J'ai l'impression que soit ce sont les expressions politiques des uns et des autres qui sont exacerbées au plus haut niveau et que maintenant il faut qu'il y ait une bataille, ou alors, je sais pas, c'est une montée un peu de tous les mouvements qui soient identitaires, mais même mondialistes, parce que les mondialistes, entre guillemets, eux aussi défilent de leur côté, font des manifestations, sont très très présents sur le terrain. Voilà. C'est-à-dire que oui, on approche du moment où finalement le système d'équilibre instable qui a été négocié ces dernières décennies va être rompu. Donc ça va être sportif. Sportif, ouais. Est-ce que tu penses, comme François Asselineau, c'est quelque chose qu'il développe souvent dans ses conférences, que cette fin de l'Union européenne, que lui aussi envisage, on va dire, depuis très très longtemps, lui, il voit ça comme l'aboutissement de la fin de la guerre froide, véritablement. Mais quand il dit au sens de la guerre froide, au sens après-guerre, c'est-à-dire, on a vu l'Empire soviétique, on va dire, s'effondrer en 1990, bon, la Russie, évidemment, qui renaît de ses cendres, mais l'Empire soviétique, lui, il a été très très mal. Et est-ce que cette fin de l'Empire américain, on va dire, avec l'Europe occidentale,
cette Union européenne qui s'effondrerait, ce serait pas la fin de la guerre, ce serait on solderait finalement la guerre de 1945 définitivement cette fois, enfin définitivement, ce serait la vraie fin de la guerre finalement, quoi. En fait, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que l'Europe est placée sous l'espèce de domination molle de son pays économiquement le plus puissant, qui est l'Allemagne. Et ce pays est verrouillé par la puissance qui l'a vaincu en 1945, les États-Unis, et qui a achevé de verrouiller la situation quand l'autre grand vainqueur, l'URSS, s'est écroulé. Donc d'une certaine façon, c'est un héritage effectivement de 1945. Quand l'Union européenne va exploser, je pense que ça finira par arriver, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais à long terme, ça ne peut qu'arriver, parce que je ne crois pas du tout qu'ils arriveront vraiment à fabriquer un super-État. Donc forcément, les unions économiques et les unions monétaires qui ne débouchent pas sur un super-État, quand tu fais une union monétaire, en fait, quand tu regardes l'histoire, il y a deux possibilités. Ou au bout d'un moment, ça fabrique un État unitaire, ou au bout d'un moment, ça explose. Ça explose. C'est l'un ou l'autre. Comme ça ne pourra pas, à mon avis, fabriquer un État unitaire, ça va exploser tôt ou tard. Je ne sais pas comment, je ne sais pas jusqu'où, parce que ça peut ne pas être une explosion complète. Il ne faut d'ailleurs pas forcément le souhaiter, à mon avis. C'est là que moi, j'aurais peut-être une différence avec Asselineau. Parce qu'Asselineau, lui, il pense que la France a les moyens de s'en sortir vraiment, toute seule. Oui. Elle a beaucoup de moyens, mais toute seule, bon, ça reste à voir. Bon. Toute seule, on va dire, peut-être en passant de nouvelles alliances, peut-être. Oui, en passant de nouvelles alliances, et aussi en sachant s'intégrer dans un ordre international. Comment dire, c'est pas la France qui va définir l'ordre international dans lequel elle devra s'intégrer. On n'a pas les moyens. On a les moyens simplement d'émettre quelques préconisations, de peser dans un certain sens, mais il faudra le faire assez habilement. Pour qui voit les choses depuis Moscou, la question européenne est d'abord la question allemande. La France, c'est très bien, c'est un contrepoids utile, ça permet d'avoir un autre interlocuteur que les Allemands, mais en dernière analyse, du point de vue russe, l'interlocuteur clé, c'est Berlin. C'est Berlin. C'est un peu ce que je voulais aussi. Tout à l'heure, tu as cité le nom des stratèges américains qui, on sait que Brzezinski, un des axes quand même de la politique qu'il a cherché à développer, c'est rattacher la France et l'Allemagne, en disant il faut que la France et l'Allemagne soient... Dans le grand échiquier, il le dit en toutes lettres, les États-Unis ne doivent pas choisir entre l'Allemagne et la France. Ils doivent arrimer la France à l'Amérique grâce à l'influence de la Grande-Bretagne et à partir de là, utiliser la France pour arrimer l'Allemagne à travers la France et la Grande-Bretagne aux États-Unis. Et il ne le dit pas en toutes lettres, faut pas pousser, mais en fait, il pourrait presque employer l'expression chaîne de l'impérialisme. C'est une expression de Lénine. Il pourrait presque le dire, sauf que lui, évidemment, il le dit parce que lui, la chaîne, il la soigne, il la boucle. Mais c'est presque ça. Oui, effectivement, la question clé est là. C'est-à-dire que la France, toute seule, elle peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas changer seule le système international dans lequel elle s'insérera. Par contre, si on est capable de nous révolter suffisamment intelligemment pour qu'à un certain moment, ça soit bien coordonné avec les Russes et que ça permette à l'intérieur de l'Allemagne un changement d'orientation des classes dirigeantes, là, ça peut devenir très très intéressant. Mais il faut le penser dans ces termes-là, c'est-à-dire le penser dans le simple terme du retour à la souveraineté française telle qu'elle a existé avant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense. Parce que du côté allemand, ce qu'on observe aussi, c'est un espèce, on pourrait qualifier presque de réveil allemand. Quand je dis réveil allemand, c'est que... Bon, moi, je ne vois pas trop le réveil allemand. Tu vois pas trop? Non, je vois beaucoup allez, j'ai envie de dire des intellectuels, je ne sais pas comment on peut les qualifier. À ce niveau-là, oui. Ah oui, je ne parle pas des politiques, non, je parle des intellectuels. Les intellectuels, etc. Ça, c'est très clair.
les années 90, le début des années 90, l'époque où, dans la foulée de la chute de la RDA, c'était difficile pour un intellectuel allemand de dénoncer la mainmise des États-Unis sur son pays, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Voilà. Au niveau des intellectuels, ça, il n'y a pas de problème, ils se lâchent bien, et on sent très bien que la population maintenant réagit à ça. Mais je parle des classes dirigeantes. Ah oui, non, Là, oui. Les classes dirigeantes, c'est verrouillé en Allemagne, c'est complètement verrouillé. J'ai l'impression que c'est pire qu'en France des fois. Il y a match, mais je pense qu'ils sont encore un peu devant nous quand même. Oui, ils sont encore un peu devant nous. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas cette servilité à l'égard des États-Unis. Enfin, surtout les Français, on s'en étonne chaque jour, parce qu'il faut dire que le gouvernement français fait des concessions au gouvernement américain, mais sur tous les plans, c'est quoi ? On est devenu une succursale. Oui, le seul moyen qui nous reste au sein des classes dirigeantes françaises pour contrebalancer l'influence américaine, c'est quand on arrive à s'entendre avec les Israéliens, je crois. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont, c'est quasiment ça, enfin c'est pathétique. Je pense qu'il y a quand même une partie des classes dirigeantes qui essayent de sauver un minimum un certain nombre de choses, parce qu'il y en a quand même un certain nombre chez qui il reste un tout petit vague reliquat de souvenirs du fait que pour qu'ils existent, il faut quand même qu'ils le montrent de temps en temps, quoi. En ce sens, d'ailleurs, moi je pense que, dans le binôme improbable Valls-Hollande, tu les mets tous les deux en face de moi et tu me donnes une tomate, la tomate ne tombe pas sur la gueule de Hollande. Voilà. Clairement. Bon. Mais tu sais, tout ça c'est verrouillé. Il y a quelques années en Allemagne, il y a eu une affaire assez curieuse qui s'est produite. Il y a eu une faille inexplicable dans le service de protection de Merkel, et c'est sorti dans la presse. Donc tout est surprenant qu'il y ait eu cette faille de protection, que ça soit sorti dans la presse. À mon avis, c'était un message. Je pense qu'il y a des gens qui lui ont dit, officiellement, les services de l'État allemand sont là pour te protéger. Le Bundesnachrichtendienst, l'équivalent, le service de renseignement allemand, est là pour défendre tes intérêts, pour te protéger toi, etc. Mais souviens-toi qu'il a été mis en place par la CIA. Ces noyaux ont été mis en place par la CIA, quoi. Est-ce que c'est un service secret allemand ou est-ce que c'est un service secret américain en Allemagne ? C'est la question qu'on peut se poser. Surtout qu'il y a des journalistes allemands qui se sont intéressés à la question. Oui, c'est pareil pour la presse d'ailleurs. Un politicien allemand, en français aussi d'ailleurs, mais en Allemagne ça fait plus longtemps, il sait très bien que s'il déplaît trop aux États-Unis, il y a toute une presse, soit de caniveau type Bild, soit pseudo-intello, mais très trash en réalité, type Spiegel, qui risque de lui tomber dessus, tu vois. Tout s'est verrouillé comme ça, en fait. Et le système allemand, parce que, comme tu l'expliques, l'Allemagne, elle a un rôle clé en Europe. Est-ce qu'il y a une possibilité, comme certains peuvent l'imaginer, que l'Allemagne puisse justement sortir de l'Union européenne et faire un renversement d'alliance? Parce que ça, ce serait... Non. Ça se passera, si ça doit se passer, ça se passera pas comme ça. Ou alors ça serait vraiment un truc très 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 surprenant. Mais je pense que ce qui peut arriver effectivement, c'est qu'ils réorientent les choses progressivement. En Allemagne, les choses glissent. C'est un système qui est quand même marqué par un juridisme très fort. C'est un vrai régime parlementaire. Ils ont été traumatisés par ce qui leur est arrivé entre 1933 et 1945. Et du coup, ils sont devenus hyper légalistes. C'est un régime vraiment judiciaire. Enfin, comment dire, tout est posé dans les termes du droit. Mais même, ça va même au-delà de leur traumatisme de 1945. C'est même avant. Tu sais, c'est un esprit qui est un peu différent du nôtre. Et donc, les choses se passent lentement par des négociations à l'intérieur d'un cadre qui est très très bordé. Il n'y aura pas de grand basculement comme ça. Mais ce qui peut arriver, c'est une sorte de glissement progressif au fur et à mesure que les Américains, confrontés à leurs propres problèmes, se replieraient sur l'isolationnisme.
Ça peut arriver, je pense. Donc, entre guillemets, il profite de ça pour... Parce que là, par exemple, ce qui se passe en Angleterre aussi, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est-à-dire Cameron, son référendum qui dit voilà, je vais sortir de l'Union européenne, il accepte parce qu'il fait une concession à des partis comme celui de Nigel Farage de UKIP qui fait un très bon score aux élections européennes, ou alors pourquoi il accepte ça? Ça reboucle sur les questions que je me pose sur cette histoire de migrants et les stratégies de Soros. Où est-ce qu'ils veulent aller à ce niveau-là? Je comprends pas. Ouais, pareil, voilà, donc c'est incompréhensible parce que c'est un peu... Enfin, bon, sans vouloir, voilà, évidemment, jouer les devins, mais bon, on peut imaginer que si ce référendum se déroule en Angleterre, ça risque d'arriver ailleurs. Et puis ça va être quoi? L'Angleterre, c'est parce que visiblement, en plus, c'est la sortie qui s'annonce. En tout cas, le peu de sondages qui ont été faits pour le moment, ils démontrent en tout cas que la majorité des Anglaises, pour le moment, sont plutôt en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Donc ce serait quand même un tremblement de terre si l'Angleterre elle sort. Si ça se produit... Là, moi, je peux pas. C'est sûr que ça peut. C'est étonnant quand même. Surtout si ça provoque une dislocation plus large de l'Union européenne. Alors là, effectivement, on entre tout de suite dès 2017 dans un cadre où en France, quelqu'un comme Marine Le Pen peut espérer arriver au pouvoir. Alors là, oui. Si ça se casse complètement la gueule. Parce que je dis ça parce que même Valls, dans l'interview qu'il a donnée à la BBC, là, il y a à peine 2 semaines de ça, pendant le fameux conférence de Davos. À un moment donné, il lâche complètement. Oui, j'ai peur que l'Europe explose et qu'elle soit morte. Enfin, pour qu'on en arrive qu'un Premier ministre en poste nous arrive à nous dire oui, il y a un risque que l'Europe explose, je me dis le risque est vraiment réel, puisque là, il s'en cache même plus. Je crois que oui, il me semble, le risque est réel. Maintenant, Valls, il a... Oui, il fait toujours une espèce de surenchère, c'est vrai. Il a peur de tout, lui. Oui. Valls, c'est un mec, quand Marion Maréchal Le Pen lui pose une question, il réagit. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo où il a réagi à une question que lui posait Marion Maréchal Le Pen, où il a la main comme ça, qui tremble le délire. Wow. Il serait temps on se calme là. C'est le Premier ministre, là, il faut un petit massage. Non mais voilà, je veux dire, donc lui, je sais pas trop ce qu'il faut penser de ce qu'il dit ou de ce qu'il dit pas. Mais il y a une inquiétude des autorités quand même. Je pense qu'il y a une Parce que même Zapatero, à l'époque où il était Premier ministre, avant qu'il se fasse remplacer, que Rajoy gagne les élections, il avait déclaré que avant de partir, il dit pendant l'été 2012, l'Europe a failli exploser. On est passé à ça de l'explosion, c'est-à-dire quand il y avait ces congrès européens à répétition, tous les 3 jours, il y avait un congrès européen. Quand j'ai... Honnêtement, je me suis planté. C'est pour ça que maintenant je dis trop rien, parce que je me suis planté à l'époque. Moi, en 2010-2011, j'étais persuadé que le système financier international allait craquer, que donc le système monétaire international serait refondé et que ça commencerait probablement par une explosion de l'Europe. Je m'attendais plus ou moins à ça dans la foulée de la faillite d'un grand État. Moi, je pense que tu t'es pas planté, parce que même Zapatero, il le dit, il déclare, on est passé à ça. Il dit pendant l'été, on est passé à ça. Ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Visiblement, et ceux qui à l'époque, se sont intéressés de très près à ce qui s'est passé pendant l'été 2012 en Europe, il faut savoir que en particulier, je me réfère à un dossier qu'a fait l'UPR là-dessus, mais qui montrait que le secrétaire, justement, de l'époque américain, à la fois au Trésor et celui qui est chargé des affaires pour l'Europe, ont fait, je ne sais plus, c'était 15 allers-retours pendant l'été. Ça a chauffé, ça a chauffé, mais il paraît que justement, Washington a tenu disant que l'Empire ne va pas éclater, quoi. Ils auraient mis une pression incroyable à tous les pays en disant jamais. Et pour que Zapatero, il dit c'était à ça de partir, à ça. Il dit on est passé à côté de l'éclatement, quoi. On verra. On verra ce qui va se passer en 2016. Qu'est-ce qui va se passer pour la Grande-Bretagne? Qu'est-ce qui va se passer pour la situation financière globale? Très mauvais état. Très mauvais état. On sait que tout ça finira par se casser la gueule, mais le problème c'est qu'il est impossible de dire quand. D'accord. Il n'y a pas de... Le truc est devenu complètement incompréhensible. Moi j'ai été formé, si tu veux, à une époque où... on t'apprenait quand même qu'il existait un lien entre la finance de marché et l'économie réelle, tu vois. Bon, aujourd'hui,
Il y a des moments où je me demande si à la bourse, ils savent encore qu'il existe un truc qui s'appelle l'économie. L'économie, ouais. Est-ce que quelqu'un fait encore de l'analyse fondamentale quelque part dans leur truc là? Je crois pas. Hein. Ils s'en moquent complètement. Et ben on va faire la pause, ça tombe bien, nous on va faire une petite pause pendant ce temps-là. La régie elle est pas prête, on me fait un signe. Si elle est prête, non je voyais pas le signe. C'est bon, donc on va faire la petite pause et puis on revient juste après. Vous pouvez commencer à mettre vos questions sur le chat questions, de toute façon on répondra en troisième partie. Comme d'habitude, on va faire l'enchaînement. Steph, à toi.